passé et le présent embrassé, évoqué, de vraiment se tourner vers l'avenir. Et les thématiques des tables rondes sont l'une et l'autre résolument tournées vers l'avenir pour nous inviter à adopter dans ce monde globalisé une approche prospective. Le sujet de la première table ronde, il est parti d'un constat. Le poids de l'évaluation, tel que les écoles ont pu nous l'exprimer, tel que vous nous l'avez exprimé. Et en partant de ce constat, la table ronde traite du dialogue nécessaire entre les accréditations internationales et les évaluations nationales pour identifier les solutions permettant d'alléger le poids de cette évaluation. Je remercie ici chaleureusement les intervenants qui ont accepté d'y participer. Madame Delphine Manceau, directrice de Neoma Business School, que je l'invite à rejoindre la scène. Monsieur Franck Bournois, directeur général de l'ESCP Business School. Éric Cornuel, qui va nous suivre en distanciel et on va avoir une petite question de connectique à mettre en place. Et Thierry Coulon, président du Haut Comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et je voudrais évidemment remercier particulièrement Gilbert Azoulay, bien connu de tous, qui a accepté d'animer cette table ronde. Donc vous avez la parole, madame, messieurs. 1, 2. Est-ce qu'il a allumé le micro? Vous avez 1, 2, voilà. Je vais me mettre là, comme ça je vais pouvoir enlever mon masque. Alors, je prends un coup de vie aussi, puisque j'étais jeune journaliste quand Jean-Pierre Elfer a été nommé. Donc, je me souviens de Jean-Pierre parce que Jean-Pierre il me dit, moi, tu sais, je suis là pour améliorer les écoles, pas pour les sanctionner. Donc, ça veut dire que la commission a pleinement rempli son rôle, puisqu'elle a permis aux écoles de s'améliorer et elle a toujours été bienveillante. Enfin, c'est toujours ce que j'ai constaté. Alors, vous l'avez dit, hein, Mathilde, on m'entend bien, ça va ? D'accord, je parle comme ça le temps qu'il arrive. Hein. De toute façon, je peux faire la blague. On a 45 minutes, hein, Mathilde. Hein, avec des questions ou sans questions? Les questions. Eric est là, toujours. Eric aime se distinguer hein, depuis toujours, depuis le temps que je le connais. Mais bon, on verra ce qu'il dira. Évidemment, on boit ses paroles. Alors oui, cette conférence consacrée à l'évaluation, un thème essentiel, hein, évidemment, pour les grandes écoles de commerce, qui sont évidemment extrêmement sollicitées par les instances nationales, internationales, les labels divers et variés de spécialités et les médias, évidemment, qui sollicitent pour les palmarès et autres enquêtes diverses et variées, contestées et parfois contestables, hein, il faut savoir balto sa culpa. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si je ne m'abuse, il y a un palmarès qui est sorti dans les médias, c'est celui du Figaro. Alors, nous allons rappeler hein, pourquoi les évaluations, c'est important, mais on ne le rappellera pas longtemps, parce que vous le savez mieux que moi, sans doute, et puisque vous êtes quotidiennement en train de veiller à ce qu'elles soient au carré, si je puis dire. Est-il envisageable, comme l'a dit Mathilde, de faire dialoguer ces instances? Parce que c'est vrai que quand on voit la charge de travail entre les directions des accréditations, les directions qualité, les directions whatever, il y a beaucoup de monde qui sont exclusivement centrés sur ces accréditations et sur les palmarès, bien sûr, puisque évidemment tout ça fait sens. Et je relève ce que vous disiez, Jean-Pierre, je t'ai tutoyé, excuse-moi, ce que vous disiez, c'est vrai que moi je me suis appuyé dans tous les palmarès que j'ai fait à l'étudiant au Figaro, au Parisien aujourd'hui, sur les critères de la commission welfare, hein, si je puis dire, la commission Goletti, on l'a amélioré avec des spécificités, un ADN particulier à chaque média. On aime plus ou tel aspect. Au Parisien, on aime l'apprentissage. Au Figaro, on aimera peut-être l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, dans d'autres médias, on aimera ça. Voilà. Mais on s'est toujours appuyé sur ces fondations que vous avez développé et renforcé au sein de la CFDG. Alors, pour parler de ces thèmes et pour arrêter de parler de moi, Franck Bournois, ancien président de la CFDG, directeur général de l'ESCP Business School, grand professeur d'université, on s'est connus à l'époque où vous parliez RH, hein, n'est-ce pas? Université d'entreprise. Bonjour, Franck. Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School. Neoma que vous avez repris en main après avoir été à l'ESCP, comme quoi c'est un passage qui est porteur. Bienvenue. Thierry Coulon, HEC
CERS, la haute autorité pour l'évaluation. Et c'est un plaisir de voir que la CERS s'est rapprochée, ou la CEDG s'est rapprochée de la CERS. Enfin, les deux travaillent main dans la main, et ce n'est pas l'un qui mange l'autre ou l'autre qui est digéré. C'est vraiment un travail, me semble-t-il, de ce que j'ai pu comprendre, un travail de collaboration et d'apprentissage mutuel. Et je le mentionnais tout à l'heure, Eric Cornuel, est-ce qu'il est là, Eric? Yes, you are here. À Oui, Bruxelles, en Belgique? Non, je suis à Prague. En fait, on a fermé le bureau de Bruxelles du fait des dernières restrictions. Donc voilà, je suis à Prague. En permanence? Là, pour les 2-3 semaines à venir, oui, parce que ça ne sert à rien d'aller dans un bureau fermé. D'accord. Tout seul. Là, c'est un petit peu plus libéral. Voilà. Ok, alors, première question, on va faire un rapide tour de table avec les deux patrons d'école. L'évaluation, et c'est Franck qui me disait quand on préparait, il me disait, tu sais Gilbert, l'évaluation, ça sert surtout à piloter aussi notre stratégie et à s'améliorer. Je crois qu'il faut rappeler quand même cet aspect-là des choses. J'enlève le masque parce que franchement, tout à l'heure, Jean-Pierre le disait, s'il avait fallu parier qu'on ferait les 20 ans de la commission masqué dans un amphi, franchement, ça, je l'aurais pas En fait, cru. tu es démasqué, simplement. Non, là, on est un peu mieux pour parler de tout ça. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on est réunis ici. Mathilde, je voulais aussi signaler, tout à l'heure, tu me faisais penser, Jean-Pierre, que ces questions de levier de l'évaluation, c'est aussi tout le travail qui avait été aussi à l'époque avec Roland Pérez et Jean-Pierre Clavran. Non, Franck, réponds à ma question. Parce que alors, les dédicaces, c'est bon. Certes, mais on en a fait. C'est avant tout, moi, je crois, un grand levier, d'abord pour l'école elle-même, parce que je veux dire, passer devant un dispositif d'évaluation, bien sûr, il y a une forme de sanction positive ou négative, mais derrière tout cela, je crois que ça correspond à pour tous ceux d'entre vous qui avaient vécu la commission sous une forme ou une autre, c'est un levier managérial incroyable parce que ça permet nécessairement aux équipes d'avoir un objectif, de remplir une mission de progrès. Et comme beaucoup d'exercices dans l'entreprise par ailleurs aussi, tout ce qui est les démarches qualité, d'amélioration, tout le monde progresse et tout le monde va en interne et en externe progresser. Il y a aussi un autre aspect qu'on ne mentionne peut-être pas souvent, mais qui est extrêmement intéressant, puisqu'on est tous dans une communauté de partage, et c'était l'esprit un petit peu des indicateurs. C'est une forme d'intelligence économique aussi, parce que ça nous fait progresser aussi avec le benchmark des uns et des autres. Donc tout ça, je trouve que c'est extrêmement positif. Benchmark, ça veut dire que vous avez les rapports comme la CERS pour les écoles? Oui, non, c'est le fait d'aller prélever dans son environnement des bonnes informations. Et attends, je veux dire quelque chose qui n'est pas le cas nécessairement dans tous les pays, c'est que je trouve que dans la communauté française, tout ceci se passe avec beaucoup de bienveillance, d'écoute et d'amitié. Et voilà. Et je salue la présence de la CDEFM qu'on n'a pas encore signalée tout à l'heure. Alice, bien sûr, chère Alice, pour dire aussi que mon sentiment, c'est que ce dispositif de la CFDG est très en phase aussi avec l'émergence de la communauté de la CDEFM que je suis ravi de signaler. Oui. Delphine, même question pour vous. Ça évidemment, c'est la vertu de l'évaluation, c'est de faire progresser l'organisation. Exactement, je pense qu'il y a vraiment les effets que décrivait Franck. À la fois, ça mobilise l'ensemble des équipes sur des objectifs communs, partagés. Et moi, je suis toujours ravie quand mes équipes viennent présenter devant la CEFDG, parce qu'on a beau, comme directrice générale, donner des objectifs. Quand il faut aller défendre ses chiffres devant la commission, c'est tout de suite encore plus mobilisateur. Donc, c'est une vraie démarche qualité. Ça donne aussi des jalons, parce qu'on sait que tous les 5 ans, on va retrouver les chiffres, comparer, voir comment on a évolué. Et puis pour les accréditations internationales, ça permet aussi de se comparer à des écoles d'autres systèmes. Et ça, je trouve que c'est une grande vertu,
parce qu'il ne faut pas oublier que dans des systèmes comme Equis ou CSB, on s'évalue mutuellement, hein, on est vraiment en mode peer-to-peer, puisque ce sont toujours des deans qui évaluent d'autres écoles, et ça permet de comparer des systèmes qui n'ont rien à voir, mais qui visent la même chose, c'est-à-dire développer l'enseignement, l'insertion professionnelle, la recherche. Et donc ça, je trouve que c'est assez passionnant, parce que je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on était beaucoup dans l'idée que chaque système était spécifique et que c'était très difficile de comparer. Là, la vertu des accréditations internationales et aussi des rankings internationaux, il faut le dire, c'est que ça permet de comparer les systèmes. Et honnêtement, ça a aussi montré l'excellence du système français. Je pense que la France est un des pays qui a le plus d'écoles accréditées internationalement. Là, les écoles françaises, j'allais dire, portent beau dans le Financial Times et sont le premier pays par le nombre d'écoles. Et ça, un système qu'on disait franco-français il y a 25 ans, aujourd'hui a montré quand même son excellence au niveau international. Et dans un pays où on aime bien s'autocritiquer, ça fait du bien de voir ça fait du bien, oui, c'est vrai. Que, de toute façon, quand on va à l'étranger, on adore la France. Hein. Il n'y a qu'en France, parfois, j'ai l'impression qu'on n'aime pas la France, pour avoir été un peu partout. Avant de passer la parole à M. Coulon, Eric, évidemment, la vertu. Hein, et d'ailleurs, je vois souvent, quand une école n'a pas Equis, on lui propose IPAS pour aller vers Equis. En tout cas, il y a toujours cette volonté d'aller... Je regarde la télé, mais en fait, le public est devant moi. Donc, je vais essayer de vous parler comme ça, voilà, plutôt. Et voilà, c'est toujours une volonté de s'améliorer, de piloter et d'aller plus haut pour les écoles. Oui, oui, tout à fait. En fait, d'abord, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant. Néanmoins, quand on parle d'évaluation, il faut bien faire attention aux termes, parce que l'accréditation, la normalisation, la standardisation sont des choses qui sont relativement différentes. Donc, on n'évalue pas les mêmes choses. Est-ce qu'on doit simplement atteindre un certain niveau de qualité ou d'excellence, ou au contraire, est-ce qu'on doit continuer à progresser, comme dans le cas de l'accréditation? Alors après, effectivement, je pense qu'il faut de moins en moins hiérarchiser l'accréditation de programme et l'accréditation institutionnelle, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr, bien sûr. Pour le temps, comme on est beaucoup, mais j'imagine que dans la suite du débat, on y reviendra. On y reviendra. De toute façon, c'est écrit. Je vous rappelle, Eric, c'est ce qu'on avait prévu de dire. Donc, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Thierry Coulon, alors évidemment, l'HCERS en France, c'est incontournable, indispensable, central. Ah bah, en tout cas, tant qu'elle existe. On peut se discuter. En tout cas, elle existe depuis longtemps. Et je crois qu'on va faire le son va se faire là. Non, mais gardez votre micro. C'est la sono qui c'est là où ça va se gérer. Oui, alors, vous voyez bien, de toute façon, il y a un sujet, c'est-à-dire que la CEDG évalue, la HCERS plutôt évalue les universités. Est-ce que, j'allais dire, il y a d'abord un travail pour faire converger les deux ambitions? Alors, d'abord, je veux vous dire que je suis là avec du respect et de la curiosité pour un milieu académique et professionnel que je connais mal. C'est la première chose qu'il faut dire, et dont je sais qu'il est singulier. Il est singulier parce que justement, il y a une dialectique très subtile entre le professionnel et l'académique. Il y a une histoire aussi institutionnelle très particulière. Je ne vais pas vous sortir la propagande sur les grandes universités de recherche. Non. L'histoire des business schools dans le monde entier, elle est singulière institutionnellement, et c'est ça qui est très intéressant. Alors ensuite, il y a une histoire française de... c'est comme... moi, je suis... Avant Vatican II, j'ai entendu parler de la commission Elfer. C'est comme ça que, voilà, hein, j'étais... Votre nom sera cité souvent, hein, Jean-Pierre, voilà. Je vous dis tout de suite. Et donc, j'ai été biberonné à ça, parce que j'étais instruit dans le monde de l'enseignement supérieur par la génération Jean-Marc Montel, Jean-Pierre Koretsky, qui ne cessait de me dire, mais voilà, un milieu qui a créé sa norme, qui a su se réguler, et c'est extraordinairement intéressant. Donc, pourquoi? Parce que le LMD et parce que le privé, donc il s'agissait de trouver une instance qui puisse donner le grade, puisqu'il y avait cette ruse d'une subtilité absolue qui était d'inventer le grade master pour contourner le diplôme national. On est quand même, en France, on construit des complications extraordinaires, mais ensuite des choses tout aussi intelligentes pour s'en sortir. Donc voilà l'histoire que vous connaissez tous. Et cette histoire, elle est évidemment extraordinairement importante, en particulier parce que, c'est ce que vous avez montré, la progression de la qualité dans les écoles est due à cette histoire-là. Alors, il y a une autre histoire
plus récente, qui est celle du HCERES. C'est une histoire plus conforme à ce qui se passe dans le milieu académique classique dans les grands pays scientifiques, c'est que l'évaluation, c'est pas si bien fait que ça quand les organismes évaluent leurs propres équipes, quand le ministère a un service qui évalue alors qu'à l'étage au-dessus on décide, à l'étage au bureau d'à côté d'ailleurs. Bon, et donc il y a l'idée d'une agence indépendante qui évalue, ou plutôt qui fait évaluer par des pairs de manière collégiale. Et vous connaissez tous nos mantras. Alors, les mantras de base, c'est l'évaluation par les pairs et le rythme quinquennal. Bon, comme ça. Ça a beaucoup de vertus. Il y a quelque chose d'essentiel et qui est au cœur de la collaboration qu'on cherche et qu'on va trouver, qui est que le HCERES tient, enfin la France a tenu à travers l'AERS puis le HCERES, à lier l'évaluation des institutions, l'évaluation des formations et l'évaluation de la recherche. Et ça, on en reparlera sans doute. C'est précieux et c'est pas si évident que ça, en particulier au plan européen. Au plan européen, nous, HCERES, on se trouve confrontés à des agences qui font de l'assurance qualité, ce qui n'est pas exactement notre kiff. Nous, on fait de l'évaluation, ce n'est pas tout à fait la même chose, et qui se concentrent sur la formation, ce qui est très bien. Et nous, on a une ambition un peu plus large. Alors, ensuite, une autre caractéristique dont il faut avoir conscience, c'est que notre cadre mental, ça n'est pas la conformité à un cadre préétabli. C'est l'établissement exprime sa stratégie et nous, on regarde si les résultats sont en ligne avec la stratégie. Alors, ça, c'est l'idéologie maison HCERES. De temps en temps, on n'est pas mécontent de la corriger un peu. Par exemple, quand on a regardé le bachelor, enfin, quand on vous a regardé le bachelor et la CTI aussi, finalement, dans le fait d'avoir des standards, des calibres, c'est pas mal non plus. Enfin, il faut équilibrer ça. Il y a un autre point sur lequel les caractéristiques du HCERES sont clairement une faiblesse, et je vais essayer de me remettre pour faire bouger ça, c'est que nous n'avons pas assez de professionnels dans nos comités. On n'a pas assez d'internationaux, on n'a pas assez de professionnels. Et donc, il faut qu'on se bouge. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est qu'on ne peut certainement pas tout faire. La loi, dans sa grande sagesse, nous dit qu'on est censé harmoniser le paysage. On en reparlera sans doute. Et je vais dire dans quel esprit je propose qu'on harmonise. Nous, on fait de l'harmonisation, comme M. Jourdain, sans le savoir, sans attendre que ce soit écrit dans la loi. Mais la base de l'harmonisation, c'est que nous, HCERES, ne pouvons certainement pas tout faire. Et quand on discute avec la CCN IUT, eh bien, il y a des choses. On ne va pas aller regarder soulever chaque DUT et regarder comment ça se passe. Quand on discute avec la CTI, je pense qu'il y a un jour, on va arriver à se mettre d'accord sur le fait que le diplôme d'ingénieur, eh bien, ils le font mieux que personne. Mais il y a d'autres choses qu'on est un peu mieux placé pour ça. Vous nous annoncez une collaboration qui va évolutive entre les deux. Je l'espère bien. Ça, on en reparlera parce que je ne veux pas être trop long. Non, mais là, on doit parler tellement de choses depuis tout à l'heure. On ne sait pas très bien encore comment on va s'y prendre. Mais on a beaucoup de bonne volonté et on a le sens, et je conclue là-dessus, qu'on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix pour 3 raisons. Il y en a une qui n'est pas la principale entre nous, c'est que c'est écrit dans la loi. Et il y en a 2 qui sont extrêmement importantes. C'est 1, le point de vue des évalués. Ça n'est pas possible qu'on raconte aux évalués, mais alors vous comprenez, il y a machin qui passe et ensuite il y a truc qui repasse, etc. etc. Et la 3e raison, c'est l'international. C'est-à-dire qu'on a 3 terrains de jeu. On a le terrain de jeu national où on a intérêt à s'harmoniser. On a le terrain de jeu européen où on est en risque, et c'est partant, le moment de la présidence française de l'Union européenne est intéressant pour ça, on est en risque d'être un peu seul par rapport à d'autres agences. Enfin, rares sont les gens qui font comme nous. L'ANVUR fait comme nous, mais bon, les autres, on les cherche. Et puis, il y a un niveau international où on a peut-être intérêt à se parler entre nous et à parler parce que, évidemment, avec les agences. Évidemment. Alors, je m'excuse, Thierry, parce qu'évidemment, on a 45 minutes, et en fait, on n'a plus que 30 minutes en réalité. Donc, ma question aujourd'hui, c'est une question, un point. Pardon, Thierry ? Non, mais vous avez dit beaucoup de choses. D'ailleurs, ça donne des pistes d'échange. La question, avant d'aborder des problématiques de convergence, parce qu'évidemment, au cœur de cette problématique, vous l'avez dit, Mathilde, c'est la convergence. Comment faire converger ce que fait, par exemple, Eric au sein de l'EFMD et d'autres instances avec la norme nationale. Parce qu'évidemment,
tout ça, c'est très chronophage. Et je crois que c'est un point que vous souhaitiez mettre en avant, Franck, le temps passé, la demande de constitution des dossiers est extrêmement lourde. Et ça, c'est un point irritant dans les écoles aujourd'hui. Oui, c'est irritant. Il y a en même temps un temps incompressible. Je voudrais aussi, je pense qu'il y a des personnes dans la salle ici qui les représentent, c'est saluer dans toutes nos écoles les équipes qui font ce travail en amont. Certes, passer devant une commission ou devant un accréditeur, c'est 2-3 journées, c'est un certain nombre d'heures, mais c'est un travail quotidien pour les équipes qui d'ailleurs, je trouve, on a aussi cette chance-là en France, sont entre elles extrêmement coordonnées et partagent beaucoup. Ça, c'est très caractéristique. Moi, je pense que quand on met bout à bout le temps des personnes dans les écoles qui travaillent sur les questions de classement et d'accréditation, parce que c'est quand même assez intimement lié, et le temps des uns et des autres qui contribuent à les nourrir, à les alimenter et à discuter, c'est 1 à 2% de la masse salariale ou des effectifs d'un établissement. C'est trop ? Non, moi je trouve que c'est... Alors après, c'est comment les écoles optimisent tout cela et l'efficience derrière tout cela. Mais 1 à 2%, à mon avis, ça représente en temps plein équivalent autour de entre 8 à 15 personnes en équivalent temps plein. Mais ouais, l'évaluation, j'allais dire, vu quand même les grands changements, les grands défis devant lesquels on se trouve, je trouve que c'est un investissement. Un investissement. Chronophage. Delphine, c'est vous, Franck, qui me l'avez dit, hein, ce mot chronophage, c'est le mot que vous avez employé. C'est chronophage chez certains accréditeurs, plus que d'autres d'ailleurs. Hein. D'accord. Moi, j'ai fait compter par mes équipes. Depuis 5 ans, on a fait 44 rapports d'accréditation, donc 9 par an en moyenne, en comptant les accréditations internationales, nationales, mais nationales MESRI et nationales ministère du Travail, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le RNCP. Calliope, RNCP, etc. Donc c'est quand même beaucoup. Alors surtout, c'est compliqué quand les critères ne sont pas du tout les mêmes, parce qu'il y a quand même des cas. Il y a des cas où ça converge, mais il y a des cas où ça ne converge pas du tout. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien, c'est complémentaire. Je suis sur le principe complètement d'accord, mais c'est vrai que ça, pour les équipes, ça fait beaucoup. Ça nous aide à réfléchir, mais c'est vrai que parfois au quotidien, c'est un peu Je veux signaler peut-être, puisqu'on est dans une communauté active, et souligner tout le travail particulier du MESRI et de l'HCERES, parce que ça, je les mettrais dans une même catégorie de grands spécialistes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis la catégorie que tu mentionnais plutôt du ministère du Travail, qui a encore il y a un grand fossé. Il n'y a pas de représentant, voilà. Tu peux balancer, Franck. Il y a un fossé. Éric, c'est très chronophage, hein, et c'est vrai que... Comment vous voyez ce sujet-là? En fait, c'est indispensable, mais en même temps, c'est extrêmement parfois compliqué à gérer pour les établissements. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. La question après, il faut voir où on met le curseur. Alors quand on prend la France et que j'entends tous ces organismes avec toutes ces initiales, c'est vrai que c'est un petit peu comme à l'armée. On aime beaucoup les initiales et les acronymes. C'est beaucoup, je trouve. Je pense qu'il n'y a pas un autre pays en Europe, et puis il faudrait peut-être qu'on aille regarder un peu plus loin, qui a autant de composantes d'évaluation nationale. Bon, ça, c'est autre chose. Ensuite, bien évidemment, c'est clair que c'est important d'un point de vue budgétaire. Ce que mentionnent Franck et Delphine est certainement vrai. Mais ensuite, il faut regarder la valeur ajoutée que ça peut avoir. Sans aucun, sans dévoiler quoi que ce soit, je pense que dans certains cas, on va sur certaines accréditations qui ne présentent un intérêt extrêmement limité, pour être poli et gentil et diplomatique. Et j'en dirai pas plus là-dessus. Je pense que quand on est dans une grande école de management, on sait très bien de quoi on parle. Ensuite, il faut voir quand même l'apport en termes de communication et d'amélioration de la qualité de ces accréditations. 2% du budget, c'est vrai que c'est important, mais quand on considère que, par exemple, le corps professoral, c'est à peu près 50% du budget d'une institution et que la recherche représentant 50% du coût du professeur représente donc 25% du budget en tout,
et qu'on regarde les outputs de la recherche, et vous savez que c'est un des problèmes aujourd'hui qu'on adresse, et là, il n'y a pas de différence entre ACSB, le FMD et d'autres. Hein. On est sur des questions de responsabilité sociétale des institutions par rapport aux outputs de recherche. Quand 25% par rapport à 2, je pense que vous serez assez d'accord avec moi qu'on n'est pas sur les mêmes grandeurs. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Ok. Thierry Coulon, alors, ça demande du temps, c'est chronophage, ok, d'accord. En plus, pour les écoles, si elles veulent postuler à l'HCERES, bénéficier de l'évaluation, c'est quelque chose qui s'ajoute. Alors, quand on a préparé cette table ronde, évidemment, on s'est dit il faut essayer de travailler à une convergence, à une plus grande convergence entre tous ces indicateurs. Est-ce que c'est déjà engagé? Vous avez réfléchi? Alors, vous, Eric parlait de tous ces acronymes, ces établissements avec ces acronymes, pour en faire plus qu'un peut-être. Je ne sais pas quelle est votre vision là-dessus. Bon, attendez, tous ces établissements avec tous ces acronymes, il y a aussi beaucoup d'agences internationales, donc on peut se renvoyer la balle, cher Eric. Chez nous, c'est pas compliqué. Il y a une agence nationale indépendante, c'est le HCERES, puis il y a 2 commissions, l'une ministérielle, l'autre interministérielle, qui ont été chargées dans une époque antérieure de secteurs particuliers. Il ne faut pas non plus, voilà. Hein, bon, je crois qu'il voulait vous provoquer, hein, oui. Eric. Hein, non, mais il a raison. C'est pas méchant. Hein. Je ne parlais pas vraiment de la France dans ce domaine-là. Je pense que quelque part, globalement, quand on prend les grands pays européens, ils ont une instance d'accréditation ou d'évaluation nationale. Bon, la France, avec ses particularismes, a fait un petit peu différemment. Le reste, c'était par rapport aux accréditations internationales. Donc, c'était pas du tout une attaque par rapport à non, mais on est là pour ça aussi, on peut balancer, Eric, allez-y. On est très cool, mais voilà, la situation française, elle est assez simple finalement, et alors elle peut s'améliorer. Alors, d'abord, moi, je voudrais resituer le HCERES. Premièrement, chronophage, nous, on est là une fois tous les 5 ans. Bon, là, on peut. Ensuite, il y a 2 raisons finalement pour lesquelles les écoles de management peuvent venir chez nous. L'une, c'est qu'elles sont ESPIG. Donc, elles ont une contractualisation avec l'État. Alors, on peut dire la dotation n'est pas suffisante, etc., etc. Tout ça peut se discuter. Mais oui, je sais. Mais en tout cas, il y en a une, il y a contractualisation. Tout le monde considère que c'est un processus qui est sain. Bon, contractualisation, ça veut dire regard de l'État. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait une forme d'évaluation. Je pense que personne ne peut nier ce point. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a des volontaires. Il y a des gens comme le SCP, comme le Lyon, il paraît qu'on discute avec Neoma, qui ont le masochisme de trouver que c'est intéressant chez nous. Bon, c'est pas très cher. Ils vont peut-être regretter, on ne sait pas. Ils sont peut-être pas si maltraités que ça. Il nous arrive d'entendre dire que les rapports sont intéressants. Bon, ils sont en tout cas... Ils sont publics surtout. Ils sont intéressants à la lecture. Donc voilà, ça c'est notre place. Elle pourrait très bien ne pas s'étendre, elle pourrait très bien s'étendre si plus d'établissements le souhaitaient. Maintenant, comment on s'articule avec la CEFDG? La configuration n'est pas si compliquée que ça. Il y a une instance qui est une commission interministérielle avec la grandeur qui est celle qu'on a citée tout à l'heure, c'est ce qu'elle a permis, puis la limitation de ce statut. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une conférence qui se crée et qui représente un secteur professionnel et académique. Bon, troisièmement, on peut élever des bunkers, des miradors et puis essayer de durer 70 ou 80 ans sans se causer, en expliquant on existe dans notre isolement superbe, ou on peut se dire tout de suite qu'est-ce qu'on fait ensemble au bénéfice des écoles et comment on le fait. Donc, il y a une première chose, c'est que la CEFDG a une belle plaque plus grosse que celle du HCERES en bas d'un immeuble du 13e arrondissement et qu'ils n'ont pas l'air malheureux. Et moi, j'aime bien quand ils se réunissent entendre le bruit dans les escaliers. Parce que, évidemment, l'immeuble est un peu vide depuis quelque temps, hein, pour les raisons qu'on connaît tous. Quand il y a une commission qui se réunit, c'est très, très bien. Et puis, demain, on a une séance de travail avec Mathilde, le département de l'évaluation de la formation et le département d'évaluation de la recherche pour dire, c'est pas le tout, comment est-ce que concrètement, sachant que Bien nous sûr. on est sur du quinquennal, vous êtes sur un autre rythme, etc., comment est-ce qu'on peut intelligemment faire converger les choses? On l'a fait sur le bachelor. Le bachelor, on était quand même parti d'une manière un tout petit peu bizarre. Bon, et bien finalement, et puis c'est normal, parce que c'était une année un peu spéciale de plein de points de vue. Cette année, on a essayé de travailler ensemble d'une manière un peu plus intelligente, et ça n'est que le début. Oui. Donc, à la question, comment on va faire, une fois de plus, je n'en sais rien.
Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une nécessité de trouver un chemin et on ne voit pas très bien pourquoi on ne le trouverait Eric, racontez-nous votre exemple en Hollande. Vous m'avez dit, vous travaillez main dans la main avec les autorités pour justement... Tout à fait, mais c'est très compliqué malheureusement parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus sur les mêmes dimensions temporelles. Alors personnellement, je voudrais être très clair par rapport à tout ce qu'il dit. D'abord, je suis entièrement d'accord avec ce que Thierry vient de dire. Je voudrais répéter, parce que je ne l'ai pas dit au départ, que la France effectivement est certainement un des meilleurs pays sur l'enseignement du management, l'enseignement et la recherche en management. Donc ça, ce sont des choses qui comptent et qui pèsent. Je pense que pour Equis, ça doit être le 3e pays en nombre d'écoles. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Alors maintenant, nous serons ravis, et on ne sait pas également comment le faire, mais on sera ravis de coopérer avec les instances nationales si on peut trouver une solution pour alléger la charge de travail des écoles et utiliser un certain nombre de synergies qui, à mon avis, sont tout à fait réalisables. Il faut savoir, je vais pas trahir un secret, mais presque, qu'on avait coopéré avec AACSB à un moment donné sur la possibilité de faire une partie de la visite qui aurait pu être jointe. Ça s'est révélé impossible parce qu'on ne focalise pas du tout sur les mêmes dimensions. Nous, on est sur l'international, sur la connexion avec les entreprises, etc. Et eux étaient davantage sur la mission. Donc, ça s'est révélé tout à fait impossible. Mais nous sommes ouverts à 100% à coopérer avec les instances françaises. Et pour tout vous dire, moi, je l'appelle aussi de mes voeux. Et j'ai discuté juste avant la table ronde avec mon directeur des accréditations qui m'a dit, effectivement, si on arrivait à avoir des points de contact et des allègements de charges sur certaines choses, ça serait vraiment au bénéfice de tous. Donc là-dessus… on converge. Avec Alice, vous m'aviez dit que vous travaillez, y compris pour comment Equis pouvait parfois donné un certain nombre de points ou de bonus. Je ne sais pas, lors des évaluations nationales, on voit bien qu'il y a un travail, pas de terme encore annoncé via la CDEFM qui travaille sur ces chantiers. Voilà, d'accord. Mathilde m'a regardé. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà. Une question concernant, qui me tient à cœur, alors c'est peut-être un prisme un peu différent, c'est évidemment la notion de leadership. Moi, je suis très intéressé de voir comment le modèle franco-français ou européen peut se positionner face évidemment au modèle anglo-saxon. Je préfère quand on dit qu'Equis est plus fort que la CSB, je préfère quand on dit que le Master Made in France, il vaut largement celui d'ailleurs. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose… Vous êtes attaché au label Master, de toute façon c'est incontournable, mais en tout cas, quel est votre regard sur ce sujet-là, Franck? Sur ce leadership anglo-saxon versus les modalités d'accréditation européenne, on va dire. Bon, je ne sais pas s'il y a un leadership anglo-saxon. En tout cas, ce qui est très troublant, c'est que nos écoles, je trouve que collectivement, ça a été dit dans le Financial Times, ça reste vraiment… Et il y a qu'en effet l'étranger qui le reconnaît, parfois beaucoup moins au sein même du pays. Beaucoup d'écoles qui d'ailleurs n'ont pas d'argent public du tout pourraient avoir cette reconnaissance nationale parce qu'on fabrique quand même les talents de demain avec beaucoup d'énergie et je crois beaucoup de succès. Sur la question des évaluations, moi je compare absolument ça à un peu une sorte d'opération Marguerite, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a, et je dis ça à côté d'un très grand mathématicien à ma gauche, il y a un dénominateur commun qui est j'allais dire, tout ce socle sur lesquels on est amené à avoir des indicateurs. Il y a le corps professoral. Le professeur Elfer a contribué largement à l'augmentation de la population d'enseignants-chercheurs permanents. Il y a tout ce qui est autour de la recherche. Ce socle commun-là, sous une forme ou une autre, il est regardé avec des projecteurs parfois différents, avec des filtres différents, mais de la même façon par les accréditeurs nationaux et par les accréditeurs internationaux. Quand je dis les accréditeurs nationaux, c'est ceux qu'on a en France, et puis toutes les écoles qui ont aussi des campus dans d'autres pays ont d'autres accréditeurs nationaux. Ce socle-là, eh bien, il est extrêmement ferme avec, je crois en particulier en Europe, avec Equis EFMD, et il y a une version… Bon, alors on a chacun ses préférences, mais la version anglo-saxonne est intéressante. Elle est plus, je pense, de l'ordre
de la feuille à croix, c'est-à-dire de la checklist, mais c'est très cohérent QCM, avec l'approche. Et on a la chance d'avoir une approche qui est plus de développement, de qualité totale, d'amélioration continue avec la méthode. Et ça, franchement, si on avait la chance d'avoir des discussions entre l'HCERES, la CEFDG et par exemple EFMD, je trouve que non seulement on gagnerait du temps de production, mais ce n'est pas du temps pour gagner du temps, c'est parce qu'on pourrait dégager du temps sur d'autres aspects de progrès. Vous pouvez poser des questions, hein, vous levez la main et Jean-Philippe. Mais oui, Jean-Philippe, qui part à la retraite d'ailleurs. Oui. Bon, je pose un micro, vous m'entendez ? Oui. Bravo pour tout le job accompli. Hein, déjà, bravo pour le job accompli. Hein, je me permets de. Que commencer, vous avez pas 40 maintenant on va décoller. J'ai une question justement d'harmonisation au niveau national et international. Au niveau national, on en parlait avec Véronique Chanu. Je me souviens encore à une époque, quand on comparait la CTI et la CFDG, quand on siégeait, et Carole l'a fait maintenant, Mathilde, au CCESP, on se disait, en évaluant les mêmes institutions, même type d'institutions, des associations, des gens qui voulaient être ESPIG ou voulaient renouveler leur label ESPIG, on voyait une différence de traitement assez forte entre la CFDG et la CTI par rapport à la recherche académique. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet, par exemple, à HCRS, en disant, de toute façon, les ingénieurs, c'est des professionnels, c'est le terrain, c'est la recherche appliquée et celle qui va concerner la pédagogie. Mais j'avais cru comprendre qu'on était quand même aussi un peu des professionnels chez nous, donc on essaie de mixer les deux. Est-ce qu'il y a un travail d'harmonisation encore à faire sur ce sujet-là? Et par rapport au niveau européen, donc ça, c'est quelque chose qui concerne Eric aussi, et Thierry Coulon, on a vu disparaître une liste de références qu'on utilisait beaucoup, nous, à l'IESEC. Il faut dire qu'on a un labo CNRS, comme nos amis d'HEC. C'était une liste de références à section 37, et puis elle a disparu avec la déclaration de San Francisco. Et puis maintenant, on est un peu perdu. Alors, il y a la tentation en France d'utiliser la liste ABS, donc ce qui est quand même magnifique d'utiliser une liste anglaise. Enfin, Franck est content parce qu'il est à moitié anglais, mais c'est peut-être un peu dommage. Alors, si on se dit, de toute façon, il n'y a plus de liste de références, ou bien... Moi, je rêve d'une liste européenne, que le FMD fasse une liste. Et là, le marquage EFMD serait fabuleux. On dirait la liste EFMD, clac. Et je crois qu'on a la légitimité au niveau de l'EFMD de construire quelque chose. Alors, c'est une double question. Je suis confus pour Jean-Philippe, Franck. Je vais poser les deux questions. Thierry et puis Eric. Voilà, répondez à Jean-Philippe, parce qu'évidemment, ce que vous dites est évidemment très important. Eric, d'abord, cette fameuse liste. Oui, alors je parle de la liste et puis je vais redire un mot sur ce qui était juste avant. Alors bien sûr, c'est quelque chose auquel nous avons pensé déjà à plusieurs reprises. On avait même interagi avec la FNEJ à l'époque, il y a quelques années, pour cela. Et effectivement, ça n'a pas été matérialisé parce qu'on a eu un problème de méthodologie. On n'arrivait pas à mettre en place une méthodologie qu'on voyait comme plus robuste que ce qui pouvait exister déjà. Mais alors là, je suis ravi que Jean-Philippe ouvre cette porte-là, parce que moi, je serais tout à fait content que nos équipes s'assoient tous ensemble pour essayer de trouver quelque chose. Et on peut très facilement ramener d'autres organisations d'éducation au management européenne pour travailler là-dessus. Juste une toute petite chose par rapport au modèle français. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, ce modèle français n'existe plus. Il faut voir que la France est un des pays les plus résilients. Et alors, on a mentionné un certain nombre de noms de directeurs. On a mentionné Franck, Alice, on a mentionné Delphine, et puis Jean-Philippe là. Mais quand vous regardez tout ce qu'ils ont fait dans leurs institutions, attendez, le SCP, c'est un modèle super original, multipôle, qui marche extrêmement bien. Regardez Alice, qui a développé également quelque chose d'extrêmement original. Delphine avec Neoma, issu d'une fusion, qui fait également des choses tout à fait intéressantes. Et puis l'IESEG, qui a pris un décollage incroyable et qui a également innové sur des tas de dimensions. Donc, voir la France de façon monolithique, en augmentation de qualité, etc., ça va bien au-delà de ça. C'est un des pays qui a été capable de réinventer et d'innover sur son enseignement et sa recherche au management, sans parler même de Dauphine ou de certains IAE qui sont extrêmement agiles. Donc, encore une fois, soyons fiers, soyez fiers. Alors, vous savez que vous avez cité 4 directeurs, il faut en citer 36 autres. Thierry. Les deux questions se rejoignent en réalité. D'une certaine manière. Bon, sur la question de l'harmonisation, il y a
Il y a au HCERES évidemment un méta-principe d'équité, donc d'avoir des cadres. L'idée, c'était d'échapper aux connivences, aux choses de couloir, au mandarinat, et d'avoir des choses objectives autant que possible. Donc il y a ce cadre mental. D'un autre côté, la diversité, quand je discute avec Mathilde, la première chose qu'elle me disait tout de suite, c'était notre spécificité donne des diversités. Attention, nous, la diversité, on connaît. On évalue le CEA et on évalue les juristes, etc. etc. Donc l'université, si ce n'est pas une profonde unité d'une part, mais d'autre part des diversités de culture professionnelle très affirmées, alors c'est qu'on n'a absolument rien compris. Donc évidemment, j'espère que j'ai réussi à le faire passer, l'idée du rouleau compresseur académique du HCERES et de la bureaucratie HCERES uniformisante à d'autres, évidemment. Là, évidemment, il y a un équilibre très subtil. C'est-à-dire que le milieu de l'ingénierie, qui lui aussi balance entre l'académique et le professionnel, parce qu'aujourd'hui, on n'innove pas en ingénierie sans avoir de la science assez fondamentale, mais que d'un autre côté, on doit garder un œil sur les processus, sur le professionnel, etc. Que les écoles de management aient un équilibre un peu différent, et que dans le monde académique, d'ailleurs, on ait intérêt à le reste du monde académique, on a intérêt à professionnaliser. Tout ça, c'est des dialectiques par communauté qui doivent continuer à pouvoir évoluer dans une certaine diversité. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. À la fois, l'université, ou le monde académique au sens le plus large, c'est se référer à un ensemble de normes communes. Et puis, d'un autre côté, au sein de ces normes, il doit pouvoir y avoir des spécificités. Et en tout cas, nous, ça nous va très bien. D'ailleurs, il y a deux niveaux de diversité. Il y a la diversité des disciplines, des cultures disciplinaires qu'il faut respecter, mais en même temps, de temps en temps, les hybridations font pas de mal. Et puis, il y a la diversité des établissements. Ne le dites à personne, juste pour venir, j'ai ratatiné la conférence, la réunion de lancement avec l'équipe de l'Université de Strasbourg, et puis j'ai ratatiné la fin, je suis parti plus tôt, et puis je vais arriver en retard à celle de Haute-Alsace. Déjà, ils sont dans la même région. Enfin, c'est déjà deux établissements qui ont entre Mulhouse et Strasbourg, c'est deux cultures déjà de culture académique. Ils ont l'intelligence de travailler ensemble. Mais enfin, j'ai fait le tour de PACA, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, j'ai vu de beaux établissements, mais qui avaient tous des identités entre AMU et l'Université de Corse. Ils savent ce qu'ils veulent faire, c'est pas exactement la même chose, et c'est très bien. Donc la diversité, ça nous va bien. Alors ensuite, les listes de revues et toute cette sorte de choses. On avance dans un terrain qui est très compliqué, et pas seulement parce qu'il peut donner lieu à polémique et parce qu'il est explosif. On est pris entre deux impératifs. Le premier, c'est de sortir, et alors scoop, le HCERES va dire des choses sur Dora, et on va enfin on va arrêter de faire des communiqués de presse pour dire qu'on aime bien Dora, mais on va signer. Comme ça sera réglé, et ça c'est pour bientôt, puisque dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, une des choses que ce ministère a très très bien fait, c'est quand même de se lancer dans le dossier science ouverte. Donc on croit à la science ouverte, on croit à la perversité de l'impact factor et de cette moulinette-là, et donc d'une manière déterminée, on va en sortir. Ce qui est difficile, parce qu'on va juste cesser dans un certain nombre de cas de compter les publications et on va les lire, ce qui est un peu plus compliqué, évidemment, ou les faire lire. Donc il y a ce premier grand principe. Puis il y a un deuxième principe qui est de ne pas tout mélanger. Il y a un sujet SHS en particulier. Qu'est-ce qu'on regarde en SHS? Les SHS ont assez raison de dire les monographies, enfin n'oubliez pas, les bouquins de Brodel, il faudrait peut-être les considérer, même s'il n'y a pas de publication. Et donc il y a un vrai sujet, mais d'un autre côté, le colloque, la littérature grise, le colloque sans comité, sans évaluation, etc., il faudra peut-être regarder ça. Et ça, c'est un débat profond, difficile, politiquement explosif. Et mon idée, c'est que c'est au niveau européen qu'il faut le mener. Donc dans un monde un peu compliqué où le CNRS ne regarde plus les listes de revues, nous, on ne va pas tomber tout droit dans cette histoire en sortant l'étendard en disant mais c'est pas compliqué, il n'y a qu'à faire une liste de revues, c'est pas nous qui dirons ça. En revanche, dans chaque discipline, et ça reboucle avec l'idée de l'harmonisation et des diversités, dans chaque discipline ou groupe de disciplines, on élabore un guide des produits et activités de la recherche. Voilà, ce sont les conseillers scientifiques, les communautés qui l'élaborent. Et il y a des cas même plus compliqués que le vôtre, si j'ose dire, puisqu'on a fait le guide des produits et activités de la recherche dans les écoles d'art.
Vous imaginez? Alors si on y arrive. Pas mal, c'est balèze. Alors, un dernier point qu'on souhaitait aborder avant de conclure, parce qu'évidemment le temps passe à une vitesse, c'est l'agilité de ces organismes de recherche et les nouveaux critères qui doivent entrer en ligne de compte. Je suis bien placé pour en parler, puisqu'on en parle chaque année. L'impact, la responsabilité sociale, ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez énormément. Delphine, vous souhaitiez dire un mot? Oui, je souhaitais dire que les évaluations, elles évoluent parce qu'il y a quand même des critères qui émergent. Alors, ça met parfois un peu de temps à émerger, puis à un moment, ça explose. Aujourd'hui, moi, je vois quand même 2 grands critères qui sont en train d'émerger fortement. Le premier, c'est pas nouveau, mais ça prend vraiment de l'ampleur, c'est l'impact. J'étais, il n'y a pas longtemps, dans un comité d'évaluation Equis où on a demandé à une université si elle avait un impact scorecard. Donc, c'est quand même, c'était assez poussé comme réflexion. C'est pas nouveau, hein. Je vois Pierre-Louis Dubois en face de moi. Il a lancé avec le FMD le BSIS il y a quelques années. Mais je crois qu'aujourd'hui, et je trouve ça très vertueux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on challenge les écoles et les institutions de management sur quel impact elles ont sur la société, au-delà de la recherche, sur la société, sur les pratiques des entreprises. C'est devenu un critère très important pour Equis. Et pas seulement les entreprises, c'est les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics. Est-ce que nos travaux ont un impact sur les réglementations, les lois? Est-ce qu'elles ont un impact sur la manière dont la société fonctionne? Donc ça, c'est un premier critère et je pense que c'est très positif. Et le deuxième critère, où là, on est plus en phase d'amorçage, mais je pense qu'il va devenir important, c'est le digital. Enfin, on l'a tous vécu depuis 1 an et demi. Et comment on mesure le digital? Comment on mesure la qualité de l'enseignement fait à distance? Comment on mesure l'impact du digital sur nos fonctionnements internes? Là aussi, dans le comité Equis, on a travaillé pour compléter un peu les listes de questions qui sont posées. Il y a beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais en tout cas, je pense que c'est l'avenir de nos institutions. Sur le digital, évidemment, il n'y a pas de standard unique et de version idéale. Donc, ce qui explique que chacun y va. Vous savez, il y a quelques directeurs qui me disaient tu as vu, pendant le confinement, le lendemain, on était prêt à assurer tous les cours. L'autre, c'était 10 jours plus tard. L'autre, c'était 15 jours. La performance, elle n'est pas à la rapidité, mais à l'efficacité, selon moi. On prend une dernière question. Oui, là où c'est Thomas, c'est ça? Oui, parce qu'avec les masques, genre. Oui, Thomas. Pardon. Thomas qui vient de fêter ses 30 ans, comme vous le voyez. Oui, parce que sinon on ne comprend pas. Hein. Après, tu le remets, mais... Oui, non, très rapidement. Je fais partie, comme beaucoup d'entre vous, d'écoles qui ont quand même passé pas mal d'accréditation ou d'évaluation l'année dernière. Moi, j'en ai compté 6 qui incluent, et je suis ravi du panel que j'ai en face de moi, puisque ça inclut l'HCERS, ça inclut 2 fois des accréditations qui ont été portées par le FMD sur Equis et sur le nouveau IFMD Accredited, et ça en inclut d'autres. Hein. Ce que j'aimerais déjà, c'est dire à quel point moi je me réjouis qu'on soit dans un dialogue qui n'est pas qu'un dialogue d'ailleurs et qui est en train de rentrer en action. La preuve, tous ceux qui sont ici en train de discuter dialogue, habitent parfois même dans de mêmes endroits, se parlent et se croisent. Il y a des pays où il y a vraiment une décision qui est prise de coupler carrément ces dispositifs. Donc j'ai l'impression que c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Eric l'a dit, hein, de toute façon. Voilà, donc j'aimerais juste poser une question par rapport finalement à 2 logiques d'évaluation qu'il faut, je crois, pas opposer en fait. Je pense qu'on a un vrai sujet de data governance qui est posé à chaque fois qu'on va dans ces dossiers-là et on se doit de le traiter correctement. Donc il serait vraiment intéressant, dans la mesure où c'est quand même un travail extrêmement important, rien que de définir ce que c'est qu'un enseignant-chercheur permanent, essayer d'aller très vite sur des formes de convergence là-dessus, parce que l'exercice qui va d'une accréditation à une autre nous oblige quand même, dans beaucoup de cas, à reconstruire un certain nombre de données, et on est ensuite parfois face à des comités d'experts ou à des peer review teams qui s'interrogent sur la donnée elle-même. Pour justement qu'on puisse investir, c'est à ça que je voulais en venir. Hein, oui, ta question. Ma question, c'est est-ce que sur l'impact dont on vient de parler, finalement, est-ce qu'on va tous ensemble, avec les systèmes qui nous évaluent, justement mettre l'accent sur ce que certains appellent le thought leadership, d'autres appellent l'impact,
Je ne parle pas effectivement des facteurs d'impact. Et est-ce qu'on va s'inspirer peut-être aussi de pratiques comme celles qui, en Angleterre, amènent vraiment à documenter de façon assez qualitative la façon dont l'impact se crée, sans Thierry, oublier les médias. est-ce que vous voulez répondre? Parce que c'est beaucoup revenu. Hein. Vous savez, quand on a préparé, c'était quand même un thème qui a remonté aussi. Alors, j'ai dit au début que j'étais ignorant. Il y a effectivement tout un background qui m'échappe. Il faudra qu'on continue la conversation. Moi, il y a une chose qui est certaine, c'est que chez moi, le mot impact ne m'arrache pas la bouche, quoi. Voilà. Alors, de temps en temps, on me dit dans les référentiels, mais il ne faut pas dire ça comme ça. Bon. Enfin, notre référentiel va regarder l'impact, en réalité. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je rebondis sur ce que disait Delphine. Nos référentiels, on vient de les refaire. Là, on est tout content parce qu'on vient de les refaire pour la vague C. Bon, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas encore assez simples, etc. Néanmoins, il y a un certain nombre de questions qui ont pris du poids. Les questions de développement durable, on les regarde beaucoup plus. Les questions d'intégrité scientifique, évidemment, on serait des aveugles si on ne les regardait pas. Donc le lien entre l'établissement et la société, oui, on le regarde et de manière très concrète. Enfin, dans le référentiel. Maintenant, après le référentiel, il y a la réalité des processus. Et là, on est au pied du mur. Donc on en reparle dans un an quand on aura fini avec ça. Vous allez conclure un dernier mot parce que moi je veux dire un dernier mot en effet sur ces questions d'impact, c'est extrêmement important. Je voudrais surtout dire quelque chose sur le numérique. Et on est à un moment, à un tournant particulier parce que nos systèmes d'école et de gestion et d'université ont été longtemps construit sur la base, le socle du service ou du plan de charge, c'est-à-dire le nombre d'heures par an qu'un enseignant-chercheur doit faire. Et finalement, le dénominateur commun de l'évaluation de la performance, c'est l'individu a-t-il produit en face à face. On est là en train de passer dans quelque chose de très très différent et je pense que ça va remettre beaucoup de choses en compte, y compris dans l'executive education. Je crois qu'il faut parler aussi de nos établissements par rapport à la formation continue, par rapport à de nouvelles formes d'évaluation, où il y aura toujours la recherche, la qualité des enseignants, la qualité des élèves, mais il y aura aussi la visibilité et l'impact. On en parle souvent avec Vincenzo, Thomas et Loïc pour les écoles de la Chambre. Et je voudrais, juste parce qu'il ne va pas me redonner la parole ensuite, non, mais de toute façon, Mathilde m'a dit tu t'arrêtes. Dire combien on ne serait pas là valide et pertinent si on n'avait pas la chance d'être connecté aux entreprises. On est face à une obsolescence du savoir en gestion. Et ce lien fort, il est permis parce qu'il y a aussi des gens fabuleux dans les entreprises qui, chez EFMD, s'engagent dans des accréditations de type CLIP, mais qui, dans la commission, je parle de Jean-Claude Legrand, Laurent Chouin, ici présent, Pierre-Antoine Gailly, etc., qui sont des personnes sans lesquelles, dans nos instances, il y aurait un disconnect absolu qui serait extrêmement dangereux. Et je crois que dans un véhicule qui est l'enseignement de gestion par rapport à des entreprises qui se transforment à une vitesse extraordinaire, si les établissements et les pays n'avaient pas ces points de contact majeurs dans les grandes organisations, on serait pas en bon point. Donc il faut les remercier. Mais on les remercie et on pense à eux très fort, si je puis dire. On a même préparé cette table ronde avec M. Gailly, donc on ne peut pas dire qu'il était associé, il est là. Un dernier mot, évidemment, Delphine, un petit mot. Eric, un dernier mot de Prague. Oui, non, mais écoutez, moi je suis ravi d'avoir été avec vous et je m'excuse encore de ne pas pouvoir avoir été présent physiquement, mais je trouve que la qualité des débats en France est vraiment extrêmement haute. J'ai été ravi d'interagir avec tout un tas d'amis qui sont ici et j'ai entendu des noms de personnes aussi que j'apprécie énormément. Je voulais préciser que sur l'impact, en fait, c'est la FNEJ qui a débuté et qui s'est associé avec nous ensuite. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. On n'est pas un gros sanglier qui mange tout. On doit reconnaître ce que font les institutions. Et la FNEJ a été leader dans ce domaine-là. Et vous pouvez compter sur nous de toute façon pour qu'on travaille ensemble. On ne demande que ça. Et encore une fois, la France est à la pointe de l'enseignement au management. Et je pense que c'est davantage ça qu'il faut se mettre dans la tête. Un dernier mot, Delphine? Non, je pense que c'est vraiment une très belle nouvelle qu'on se parle tous aujourd'hui parce que
Voilà, je pense qu'on fait, en fait, les accréditations font progresser les écoles et si les écoles peuvent contribuer à faire progresser les accréditations, c'est formidable. Et puis, à titre personnel, j'ajoute que on essaiera de rééquilibrer les directrices avec le nombre de directeurs et ça serait un impact aussi très important. Voilà, bonne journée, bonne fin de journée.